des sociétés forestières. Sylvain a présenté les enjeux environnementaux et les outils qui sont mis en place pour intégrer une démarche RSE. Il a fait notamment référence aux normes et aux référentiels qui sont utilisés. Pour les sociétés forestières, c'est un contexte un petit peu particulier et donc un cas d'école intéressant du fait de sa complexité et de l'approche qui a été adoptée depuis le début des années 2000 par toute une série de forestiers, par les principaux acteurs du secteur. Donc voilà, les sociétés forestières, elles travaillent généralement dans des hotspots de biodiversité dans le bassin du Congo. On a souvent la présence d'espèces emblématiques comme les éléphants, les grands singes, etc. Mais on a aussi une diversité végétale qui est extrêmement importante, qui est beaucoup plus importante que dans l'hémisphère nord. Mais on a également la présence de peuples autochtones qui ont une culture particulière à préserver et des aspirations tout à fait légitimes qu'il faut concilier aussi par rapport à nos activités. Et donc là, je vais vous parler de la démarche globale qui a été initiée, de la solution qui a été choisie par beaucoup de sociétés de passer par une certification extérieure et des succès et des échecs qui sont liés à cette démarche. Donc voilà, comme je vous le disais, les sociétés forestières, elles travaillent dans des contextes un petit peu particuliers, d'une part parce qu'on a des activités qui sont très très variées, qui vont de l'aménagement forestier à l'exploitation forestière, à la transformation, à l'expédition des produits internationaux avec toutes les contraintes logistiques qu'on peut connaître en Afrique centrale. Et donc il y a énormément de risques environnementaux à maîtriser et des activités qui sont très très diverses et qui demandent une grande diversité de compétences. Alors un autre aspect particulier, c'est qu'on travaille sur des surfaces qui sont énormes, qui sont de l'ordre des centaines de milliers d'hectares, voire de plusieurs millions d'hectares pour certaines sociétés. Autre contrainte, c'est qu'on travaille dans des zones forestières qui sont reculées, où on a une faible présence de l'État. Et donc on a une responsabilité environnementale et sociale qui est très très élevée et qui couvre à la fois des aspects liés aux infrastructures, aux soins de santé, à la faune, etc. On travaille aussi avec des plans d'aménagement forestier qui ont des cycles extrêmement longs. Ces plans d'aménagement, ça peut être vu comme des business plans, mais des business plans qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et la dernière particulier, c'est qu'on travaille sur des marchés internationaux, mais dans des pays où les cadres légaux sont souvent en dessous des exigences internationales. Par exemple, pour tout ce qui a trait à la purification de l'eau, à la pollution, aux déchets, etc. Donc, bien sûr, dans le cadre de nos démarches RSE, on fait des impacts environnementaux avant de lancer les projets. Mais comme je l'ai dit, on travaille sur des surfaces tellement importantes et avec des échelles de temps tellement importantes que la mise en œuvre est rendue extrêmement complexe. Et d'autant plus complexe que les plans d'aménagement qui nous servent de business plan, comme je l'ai dit, ont souvent une valeur légale et donc on a très peu de souplesse pour les appliquer. Et parallèlement à ça, au niveau international, il y a des exigences croissantes en matière environnementale et sociale. Et ça, Sylvain l'a rappelé aussi. C'est très clair que si on veut aujourd'hui être acteur sur des marchés internationaux, on a toute une série de règles auxquelles il faut nous conformer. Et c'est des règles qui ne font qu'être de plus en plus complexes, puisque les menaces sont également de plus en plus complexes et flagrantes. Donc voilà, en bref, le traitement du risque ou la gestion des risques pour notre activité, elle va se faire de manière complètement différente que dans d'autres secteurs. On doit avoir une démarche beaucoup plus globale et une démarche qui ne se limite pas à des risques particuliers de pollution ou des risques HSE pour un type d'activité spécifique. Il faut vraiment une démarche générale. Et donc la stratégie qui a été retenue par la plupart des gros acteurs aujourd'hui, c'est de passer par une
démarche de certification. Donc, des certifications de durabilité comme le FSC, le PSC, ou des certifications de légalité comme l'OLB, ou des certifications comme les normes ISO. Donc, la certification la plus exigeante aujourd'hui, c'est la certification FSC. Donc, c'est un type de certification tierce partie. Ça a l'avantage qu'elle n'est pas attribuée ni par l'entreprise elle-même, ni par l'association qui crée le label, mais une certification tierce partie, elle est attribuée par un tiers indépendant et qui va garantir à tous vos clients, à vos partenaires ou au grand public en général que toute une série de critères objectifs ont été respectés, des critères définis dans des standards. Donc ça permet de garantir à toutes les parties prenantes qu'il y a un système qui est bien en place pour la prise en compte de tous les impacts environnementaux et qui a un engagement à tous les niveaux de décision d'entreprise. Alors c'est assez complexe à mettre en œuvre. C'est évidemment une démarche qui est intéressante et qui nous permet vraiment d'évoluer dans un cadre où on peut maîtriser nos impacts et où on peut chacun comparer nos impacts par rapport à nos collègues ou à nos concurrents. Mais c'est complexe pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on a des contrôles externes qui sont faits suivant des standards internationaux qui vont parfois bien au-delà des exigences légales et nationales, qui peuvent même être contradictoires. On a une approche évidemment qui est basée sur des résultats. On a une obligation de résultats et pas seulement de moyens. C'est assez contraignant à mettre en œuvre, mais ça garantit évidemment l'efficacité du système. Donc, autre problème, c'est que puisque tous ces standards sont établis au niveau international pour des raisons qui sont liées à leur efficacité, c'est qu'on peut parfois avoir des manques de consensus avec toutes les parties prenantes qui sont locales et qui peuvent avoir, elles, d'autres exigences ou d'autres avis sur des réalités qui sont assez différentes au niveau local. Et à partir du moment où on travaille sur des secteurs extrêmement larges, il peut parfois être assez difficile d'équilibrer les différentes exigences dans les différents domaines dans lesquels on travaille, d'équilibrer à la fois des exigences qui ont trait à la sécurité au travail, au développement local, à la santé de vos travailleurs, à la faune, etc. Et le fait de devoir se conformer à des systèmes internationaux extrêmement exigeants, il y a également un risque de transfert des missions régaliennes de l'État au secteur privé qui se conforme justement à toutes ces règles extérieures. Donc les systèmes de certification, c'est un outil extrêmement utile pour nous permettre de maîtriser notre démarche environnementale. Mais il ne faut pas tomber dans certains travers non plus et internaliser toutes les réductions de risques qui sont liées à l'environnement global dans lequel on se développe et reprendre à notre charge toute une série d'outils qui devraient être mis en place par les États ou par les parties prenantes qui travaillent dans les mêmes secteurs. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, ça fait pratiquement 20 ans que les entreprises forestières sont entrées dans cette démarche dans le bassin du Congo. Donc on a appris à éviter certains pièges, et notamment à ne pas se reposer uniquement sur les standards de certification externe, mais à toujours garder un regard critique important sur nos activités. Alors notamment en mettant d'autres démarches comme tout ce qui est élimination des pratiques inacceptables. Donc, là, il y a toute une série de pratiques qui sont définies comme inacceptables aujourd'hui en fonction des orientations qui sont données au niveau international, en fonction un petit peu des modes, si on peut dire, mais pas dans un sens péjoratif. Donc des modes et des priorités qui sont mises en place. On a par exemple toute une approche aujourd'hui de zéro déforestation dans les chaînes d'approvisionnement,
C'est quelque chose qui avait été mis en place par l'organisation TFT voilà quelques années. Et donc ça, c'est une autre manière pour nous de maîtriser nos impacts sur l'environnement. Une autre manière, c'est de passer par un système de partenariat, de manière à partager les responsabilités avec d'autres acteurs qui sont plus spécialisés sur certaines thématiques, et ça nous permet de nous concentrer sur notre risque de métier, sur notre cœur de métier, pardon, et en même temps de confier la gestion des risques les plus complexes, on va dire, à des professionnels qui sont mieux outillés que nous. Et évidemment, la meilleure manière de gérer tous ces risques, c'est évidemment travailler dans un maximum de transparence. Ça, c'est une exigence qui prend de plus en plus d'importance depuis quelques années, et auquel une série d'autres risques sont associés aussi, mais bon, on va le développer aujourd'hui. Donc voilà, en guise de conclusion, je pense qu'on peut dire que pour les sociétés forestières, on a des contraintes sociales et environnementales qui ont pris une importance vraiment prépondérante aujourd'hui, qui ont complètement modifié notre manière de travailler ou notre stratégie à long terme. Et le choix qui a été fait, vu toutes les contraintes, vu la complexité de nos activités, c'est de passer par des systèmes de certification tierce partie pour faciliter la maîtrise du risque en interne et en même temps donner des garanties extrêmement fortes et fiables à tous nos partenaires. Et ça, cette démarche de certification, ça a vraiment impulsé toute une dynamique globale qui a permis aussi de faire tache d'huile et d'inciter d'autres entreprises qui ne sont pas encore dans la démarche à se poser des questions et à vraiment adopter une démarche de gestion des risques environnementaux et de gestion des risques sociaux. Mais évidemment, il faut, comme j'ai dit, garder un regard critique sur ces systèmes de certification. Et je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que le risque zéro dans nos activités, c'est pas l'optimum. Il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les risques, mais certainement pas vouloir atteindre un risque zéro. La meilleure manière d'avoir un risque zéro, c'est d'arrêter toutes les activités. Pas le scénario idéal, on va dire, pour les entreprises. Et donc, un exemple du fait que le risque zéro n'est pas l'optimum, on a énormément d'enjeux en matière de braconnage pour les sociétés forestières, de gestion du braconnage et des activités illégales. Mais le fait de travailler à fond sur ces problématiques-là, de mettre un maximum de moyens, ça peut créer des tensions sociales aussi avec les populations. Et donc en cherchant à éliminer complètement un risque, on va augmenter d'autres risques sociaux. Donc l'essentiel, c'est vraiment d'arriver à trouver le juste équilibre, de vraiment connaître à fond tous ces risques et tous les risques qui sont associés aussi aux facteurs de risque et aux méthodes qui seront mises en place pour les maîtriser, de manière à avoir un juste milieu. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui et c'est certainement ce qui est le plus complexe, trouver le juste milieu entre les exigences internationales, les exigences de nos clients et toutes les contraintes environnementales et sociales des écosystèmes où on se développe. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Merci pour cette présentation. Merci à votre écoute pour les questions. L'expérience de CIB Olam. Alors nous avons plusieurs questions. Donc plusieurs de Karl. Donc Karl qui demande, est-ce que je vais les poser deux par deux. Votre entreprise, enfin CIB Olam, intègre-t-elle, puis peut-être le groupe Olam, intègre-t-elle des externalités négatives dans ses coûts? Votre management en tient-il compte financièrement? Et sa première question, et la deuxième, donc de Thierry, qui demande... Non, attendez, j'avais oublié une question. Et est-ce que vous pourriez donner une idée du budget alloué à la politique FSC en pourcentage par exemple, car une telle politique ne peut être déployée sans en estimer le coût et le retour sur investissement? Voilà, et puis du coup...
Donc, si vous pouvez répondre à ces deux questions. Merci. Je suis désolée, c'est un peu bruyant autour de moi, je suis dans un hôtel. Ok. Donc voilà, la question sur le budget alloué à la politique FSC d'une entreprise, c'est une question intéressante et qui revient souvent. Donc c'est extrêmement complexe de donner un coût précis. Le bénéfice, puisqu'il y a énormément de bénéfices qui sont liés à l'amélioration du management, il y a toute une démarche d'amélioration continue qui est liée aux exigences FSC, toute une série d'exigences en matière de bonne gestion et de durabilité économique de l'exploitation, mais aussi des autocontrôles internes, etc. Et donc il y a beaucoup de bénéfices indirects qui sont liés à la démarche. Et c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est lié strictement au maintien de la certification et ce qui est lié à l'amélioration du management en général. Bon, pour donner un ordre de grandeur, on peut dire que ça représente plusieurs pourcents du chiffre, les coûts qui sont directement liés au maintien de la certification FSC, pas de la mise en place, puisque la mise en place c'est encore plus coûteux. Donc uniquement pour le maintien, c'est de l'ordre de plusieurs pourcents du chiffre d'affaires. Alors le retour sur investissement, c'est pas forcément un bon calcul. Si on rentre dans une démarche de durabilité en général et plus particulièrement pour les sociétés forestières, c'est pas pour augmenter des marges bénéficiaires ou augmenter un chiffre d'affaires, mais c'est plutôt pour sécuriser certains marchés. On a des marchés essentiellement dans le Nord aujourd'hui, plutôt l'Europe, plutôt des États-Unis, qui demandent des garanties extrêmement élevées en matière de durabilité. Et donc rentrer dans une démarche de certification, ça permet de conserver ces marchés qui sont plus résilients aussi face aux crises, mais ça ne permet pas forcément, ça permet même rarement d'augmenter des marges bénéficiaires et donc d'augmenter ses bénéfices en général. Ouais. Alors du coup, il y avait une autre question aussi toujours sur les coûts, c'est est-ce que votre entreprise intègre les externalités négatives dans ses coûts est-ce que vous l'intégrez quelque part dans votre gestion? Et d'autre part, une autre question toujours sur le FSC, puis après il y a une autre question qui est plus générale, mais on la posera après. Donc la question c'est dans le domaine forestier, quelle est la part de la gestion sous certification FSC? Ce label est-il devenu la norme? Alors cette question, on peut la voir au niveau de la République du Congo, du bassin du Congo, global, enfin je ne sais pas quelle réponse vous pouvez amener, mais voilà. Je vous redonne la parole. Ok. Donc, pour ce qui est des externalités négatives, donc là, bien sûr, des choses qui sont extrêmement importantes et qui sont intégrées dans nos coûts. Ça, tout à fait. Alors, la manière dont on en tient compte, bon, bah, c'est une stratégie c'est un choix stratégique qui a été fait. C'est vraiment un changement de stratégie, donc avec tout un business model à refaire. Ça va beaucoup plus loin que simplement dire on va mettre une étiquette désormais sur nos produits et se conformer à un cahier des charges. Donc oui, on en tient compte. Maintenant, expliquer en détail comment on en tient compte financièrement, là, ça devient extrêmement compliqué et je pense qu'on peut y passer des jours. Donc je pense qu'on va on n'a peut-être pas le temps de l'aborder ici en détail. Et la question sur quelle est la part du domaine forestier, alors je ne sais pas à quelle échelle, les sous-certifications FSC. Est-ce que ce label est devenu la norme? Je crois qu'il y a aussi un label PEFC. Ok. Donc aujourd'hui, dans le bassin du Congo, on a plus ou moins 30 millions d'hectares de concessions qui sont sous aménagement, donc avec des plans d'aménagement qui sont validés par les États. Et on a aujourd'hui 4,5 millions d'hectares de concessions qui sont certifiées FSC. Donc le FSC est loin d'être devenu la norme. Maintenant, on a d'autres labels qui sont en place ou qui se mettent en place. On a le PAFC, qui est une variante du label PEFC qui est en train de se mettre en place pour le bassin du Congo, qui n'existe qu'au Gabon depuis l'an dernier, mais qui à partir de cette année va commencer à se mettre en place pour d'autres pays.
Le PAFC sera très proche du FSC au niveau des contraintes environnementales et sociales. Maintenant, on a d'autres labels qui utilisent des labels de légalité, comme l'OLB, on a eu le VLC, etc. Donc, tout compris, ça reste quand même marginal par rapport à l'exploitation forestière, par rapport aux surfaces qui sont en exploitation aujourd'hui. Toute certification comprise, on est peut-être de l'ordre de 20, une vingtaine de pourcents, de 20 et 30% qui sont sous certification. Maintenant, en dehors de ça, ça a aussi poussé d'autres acteurs à évoluer, à faire évoluer leurs pratiques sans forcément entrer dans une démarche de certification tierce partie. Le fait de voir tous les avantages associés en termes de gestion de l'entreprise, de bonne gestion, ça a amené certains acteurs à faire évoluer les choses. Alors c'est en train de bouger aujourd'hui. Depuis l'an dernier, le président gabonais a annoncé que toutes les entreprises au Gabon devraient être certifiées à partir de 2022. Donc, d'ici les prochaines années, il est probable que la situation va beaucoup évoluer et que la certification va se développer de manière très significative. D'accord, et merci beaucoup pour cet aperçu. Donc. Et une autre question aussi sur le contexte. Et puis après, on va prendre les deux dernières questions. Donc, une question qui est plus sur le contexte, qui est de savoir si vous pouvez rappeler ce qu'est le programme RED+, mis en place par les Nations Unies. Enfin, je ne sais pas si si Béolam est impliqué d'une manière ou d'une autre. Enfin, je ne sais pas si vous avez un mot à dire, mais bon, je vais vous redonner la parole. Et la dernière question qui nous est arrivée de monsieur ou madame Normois, c'est: votre entreprise soutient-elle des associations engagées dans le bassin du Congo qui œuvrent pour la gestion durable des ressources, type agroforesterie, suppression des pratiques illégales de chasse, sensibilisation, écotourisme, etc. Voilà, je vous redonne la parole. Merci. Ok. Donc pour ce qui est du RED+, donc effectivement, une série de pays qui sont engagés dans la démarche. La République du Congo, par exemple, s'est associée à la démarche depuis 2008. Et donc les objectifs du RED+, c'est principalement de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, de préserver les forêts, donc les écosystèmes forestiers en général, de lutter contre la pauvreté et de lancer les bases du développement durable des pays du Sud. Donc il y a toute une stratégie nationale RED+, qui a été faite pour le Congo, qui ne concerne pas que le secteur forestier, mais qui concerne également le secteur minier, le secteur des plantations, etc. Et plus spécifiquement au niveau de notre entreprise, effectivement, on est impliqué dans la stratégie, d'une part en développant une concession de conservation. Donc on a une concession de 100 000 hectares qu'on n'a jamais été exploitée, et donc en ne l'exploitant pas, on évite de libérer du carbone. Et donc on peut l'assimiler à un puits de carbone. Mais pour les entreprises forestières, il y a aussi la possibilité de s'associer à des marches RED+, en mettant en place ce qu'on appelle des mesures d'exploitation à impact réduit. Donc en respectant toute une série de règles pour limiter au maximum l'impact sur le couvert forestier dans le cadre de la réalisation des routes ou de l'abattage, etc., de manière à limiter également l'impact du carbone qui est relâché sur l'atmosphère. Alors en dehors de ça, il y a toute une série de projets agroforestiers, etc., de cultures sous couvert, etc., qui eux concernent plus les sociétés agricoles, mais c'est des projets qui sont également mis en œuvre au niveau de la République du Congo et d'autres pays. D'accord. Et du coup, sur les questions des travail avec des ONG, je suis pas sûre j'ai un petit doute si ça a été abordé ou pas. Et ouais, donc du coup, est-ce que vous pouvez revenir? Oui, tout à fait. Dans le cadre de la certification, on a une obligation de résultat, et on a une responsabilité qui est très vaste, puisqu'on travaille sur des territoires énormes. Par exemple, dans notre concession, on a 60 000 personnes qui habitent.
On a des populations de plusieurs milliers d'éléphants, de plusieurs dizaines de milliers de grands singes. Donc effectivement, on travaille avec toute une série d'ONG pour tout ce qui est gestion de la faune, mais également des ONG plus locales pour tout ce qui est projet de développement agroforestier ou agriculture en général, de manière à intensifier les pratiques agricoles des communautés et à éviter qu'elles ne débordent sur la forêt avec des pratiques d'abattis, brûlis, etc. Et de manière à cantonner d'une certaine manière les activités agricoles dans des zones qui sont réservées aux cultures agricoles et éviter que la forêt ne soit impactée. Donc oui, il y a énormément de projets qui sont mis en œuvre et ça c'est des choses qui aujourd'hui on n'est plus capable de faire seul parce que les défis sont importants, les exigences de résultats sont importantes à la fois pour les organismes de certification mais pour nos clients qui demandent des résultats. Et donc, de manière à pouvoir se concentrer sur notre cœur de métier, on est obligé de développer toute une série de partenariats. Merci beaucoup pour cette réponse, et les chiffres sont impressionnants. Une dernière question, et après on vous laissera. On va se permettre de vous solliciter encore. Donc, Karl se disait donc les normes que vous mettez, les référentiels et les certifications que vous mettez en place. Donc, vous avez dit que c'était aussi pour répondre à des exigences de donneurs d'ordre, pour garder certains marchés. Mais donc, Karl demandait si ça vous aide également à progresser en fait dans la maîtrise de vos process et de vos risques. Et si ça permettait, si c'était aussi pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Je vous redonne la parole et puis après on conclura. Ok, donc il y a toute une série d'exigences qui sont liées aux normes ISO, que ce soit les normes ISO 14001 qui sont comprises dans le référentiel FSC. Et donc toute une série d'exigences qui sont liées à la mise en place de bonnes pratiques, d'activités d'autocontrôle de tous les processus industriels ou de tous les processus d'exploitation forestière. Et donc là, très clairement, oui, c'est des référentiels comme le référentiel FSC permettent vraiment de faire progresser de mieux maîtriser nos process et d'améliorer notre efficacité à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je disais au début que c'est extrêmement complexe de savoir exactement quel est le coût de la certification, puisqu'on a toute une série de coûts liés à la certification qui sont liés à des bonnes pratiques aussi et qui continueraient à être engagés même si on décidait de quitter les démarches de certification, ce qui n'est pas à l'ordre du jour bien sûr. Mais voilà, oui, beaucoup d'exigences des et la demande du consommateur sont compris dans la norme FSC. Est-ce que vous la ressentez? Alors, en tant que société forestière, on travaille pratiquement pas avec des consommateurs, mais plutôt avec des négociants en bois qui sont basés sur d'autres continents. Donc c'est plutôt nos intermédiaires après qui ont une pression des consommateurs qui percute sur nous évidemment. Et donc on voit qu'il y a une modification des comportements et une exigence de plus importante pour des produits certifiés, que ce soit des produits certifiés FSC ou PFC ou des certifications de légalité. Même si aujourd'hui les plus grosses marges de manœuvre sont plutôt au niveau des pouvoirs publics ou des gros consommateurs bois, d'entreprises parapubliques comme la SNCF en France ou d'autres, qui peuvent vraiment faire progresser la demande en produits certifiés. Au niveau du grand public, c'est encore assez timide malheureusement, et c'est peut-être dû au fait que c'est des référentiels qui sont extrêmement complexes et pour lesquels le grand public ne peut difficilement maîtriser tous les avantages locaux en termes environnementaux ou sociaux. Un référentiel comme le référentiel FSC pour le bassin du Congo, par exemple, c'est plus d'une centaine de pages, c'est 300 indicateurs. Donc c'est extrêmement difficile d'expliquer aux consommateurs ce que tout ça représente et ce que tout ça peut engendrer comme bénéfices locaux pour les populations, pour la forêt, pour la faune. Merci beaucoup pour vos réponses claires, précises.
Et puis du coup, on va pouvoir finir le webinaire ici. Je vais remercier donc nos deux intervenants. Et Sylvain, si tu veux dire un mot de conclusion, tu peux nous l'écrire dans la boîte de conversation, je te donnerai la parole. Et sinon, donc, je vous remercie vivement, donc Sylvain et Vincent, pour vos présentations, donc très complémentaires l'une de l'autre. Et puis aussi, donc merci Vincent pour partager en fait et rendre vraiment concret ce que c'est que la certification au milieu de la forêt du Congo sur des territoires qui sont quand même importants. Voilà. Et on était ravis effectivement d'avoir un intervenant du secteur forestier, enfin une entreprise du secteur forestier. On a déjà eu FSC, mais donc c'était, enfin en décembre c'était, mais on était très contents de vous avoir également. Voilà, et ben écoutez, merci à tous. Pas de réaction de Sylvain, donc je pense qu'on va arrêter ici. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et oui, ben Sylvain, oui, tout à fait, c'est vrai que ce serait bien de si on arrive à trouver quelques référentiels ou quelques guides avec des listes de référentiels, on va peut-être regarder. Mais merci beaucoup donc à tous les deux. Très bonne journée. Merci à Vincent en plus qui intervenait, donc je crois d'un endroit assez reculé. Voilà, bonne journée. Merci à tous nos participants. Voilà. Ouais, non, mais merci. Et bonne journée. Sylvain, Ok. tu veux dire quelque chose? Merci pour votre invitation. Merci pour l'attention et puis surtout bon courage à toutes les entreprises qui vont s'engager dans leur démarche environnementale. Ouais, exactement. C'est le début, on continue. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous.